Et c'est ce qui s'est produit. Alors, normalement, à l'intérieur d'une plaque, on n'a pas ce genre de magnitude. Donc, c'est pour ça qu'on était un peu étonnés. Preuve supplémentaire, c'est que, normalement, on s'attendait à avoir des répliques de 6 ou de 5,9. Or, après 20 minutes, on a eu la première réplique qui est arrivée et il était de 4,8. Alhamdoulilah. C'est une bonne chose. Et à partir de là, toutes les répliques sont pratiquement toutes de l'ordre. Bien, depuis que le séisme principal a frappé. Alors, moi, je regarde seulement les plus importantes, c'est-à-dire celles qui sont supérieures à 3. Oui. Donc, supérieures à 3, il doit y avoir à peu près une quinzaine. Ah, quand même. Oui, oui. Alors, espacé, mine de rien, à peu près 1h30, 2 heures l'une de l'autre. Et c'est toujours dans la même région, plus ou moins quelques... Ah, c'était régulier, même le temps qu'il est... Alors, est-ce qu'on a un début d'explication, justement, de cette intensité de ce séisme dans cette région qui, en principe, l'intensité ne devrait pas être aussi forte? Est-ce que les scientifiques ont un début d'explication? Parce que certains commencent à dire que ce séisme a remis en cause beaucoup de certitudes chez les scientifiques, parce que là, vous venez de me donner une explication de l'intensité, dans quelle région il peut être aussi intense, la magnitude. Est-ce qu'on a un début d'explication? Non, il est normal que c'est juste le début pour nous, le début des recherches. Oui. C'est sûr que nous allons, enfin disons, toutes les étudier ce séisme. Peut-être que ça prendra quelques semaines, sinon quelques mois, pour avoir les résultats définitifs, pour comprendre exactement qu'est-ce qui s'est produit, justement pour se préparer à l'avenir et émettre des hypothèses et des recommandations pour pouvoir se préparer à d'éventuels nouveaux séismes. D'autres secousses. Alors, pour vulgariser et expliquer au grand public, qu'est-ce qu'on entend par une faille? C'est quoi une faille? Bon, une faille, c'est une cassure. Alors, il y a sur le globe terrestre plusieurs types de cassures. Il y a des failles qu'on appelle des failles normales, c'est-à-dire avec un déplacement vertical, qu'on appelle le rejet, donc qui est vertical. Celles-là ne sont pas trop méchantes. Et il y a d'autres qui ont un rejet horizontal. Alors, c'est des failles qu'on appelle... Vous m'avez donné un exemple d'un arbre pour expliquer. Oui. Alors, c'est normal. Un arbre, si vous le secouez d'une manière horizontale, il va tomber. Mais si vous essayez de le secouer verticalement... De l'arracher comme ça, c'est plus dur. C'est difficile. Et puis même, il n'y aurait pas beaucoup de dégâts peut-être. Mais le plus important... Alors, il y a en plus d'autres types de failles. C'est des failles qui sont chevauchantes. Dans le plan est plus ou moins horizontal, c'est ce qu'on a dans le Rif, puisque le Rif appartient à une grande chaîne qui s'appelle la chaîne alpine et qui va depuis le détroit de Gibraltar jusqu'en Indonésie, en passant par l'Italie, la Grèce, la Turquie, l'Iran, les Himalayas, pour atterrir enfin dans l'Indonésie. Ça, c'est une chaîne de montagne qui est encore très jeune et qui est très active. Et on constate son activité habituelle, sauf quand il y a un grand séisme, et ça, de temps en temps, il y en a. Alors, est-ce qu'on dispose, professeur, de suffisamment d'informations sur cette faille en particulier, au Maroc? Oui. Alors, d'abord, sur le plan géologique, nous l'avons bien cartographiée. Nous savons exactement où est-ce qu'elle passe et quelles sont les annexes de ces failles-là. Donc, là, le service géologique du Maroc possède beaucoup de cartes géologiques, une couverture qui est très appréciable, vraiment bien faite par le ministère, la direction de la géologie, du ministère de l'énergie et des mines, qu'on appelle actuellement ministère de la transition énergétique. Donc nous avons des cartes très détaillées, on connaît exactement où se trouvent ces plans de faille, en 1920. Et depuis, dès le début de sa création, il a été chargé par le gouvernement d'avoir l'observation météorologique et sismologique du pays. Donc, nous avons tous les enregistrements des appareils que nous avions dans le temps, enfin, les gens qui étaient avant moi. Donc, nous avons actuellement tous les enregistrements du Maroc depuis 1901 à nos jours. Donc, ça nous fait à peu près
une centaine de 120 temps d'enregistrement et nous savons exactement quelle est leur intensité, fort, faible, moyen, etc. Et en plus maintenant, pour plus de précision, nous avons des observatoires où il y a des stations d'enregistrement sismique. Et donc, c'est continuel, 24 heures sur 24, 7 sur 7. Oui. Plus, nous avons également un mémorandum d'entente avec les pays ouest méditerranéens à peu près, et on se permet d'échanger nos données. Donc, il y a une coopération qui est assez large dans ce domaine-là. Oui, mais il y a tout ça, mais est-ce qu'on peut prévoir un séisme? Ah, ça, malheureusement, c'est la seule science où on ne peut pas prévoir. Il n'y a aucun pays ni aucun chercheur au monde qui peut prévoir un séisme. On connaît les ondes sismiques, certes, donc les connaissant, nous pouvons procéder à le moyen de les atténuer. Donc il faudrait procéder à un système d'atténuation, c'est-à-dire quand il y a eu le séisme d'Agadir du 29 février 1960, dont l'intensité était dont la magnitude était de 5,7, oui, mais une profondeur très superficielle d'environ 6 km. Plus c'est superficiel, plus c'est dangereux. C'est destructeur. Destructeur. Oui. Alors, vous voyez, il était beaucoup plus destructeur avec 5,7 que celui actuel sur les sièges de droite. Vous verrez qu'une grande partie de la ville d'Agadir est construite sur la faille sud-atlantique. Ouais. Bon, mais heureusement, les constructions, les nouvelles constructions sont conformes au code de construction parasismique. Donc les études, ce dont vous avez parlé, les cartographies, oui, elles aident justement à savoir là où il faut construire, là où il ne faut pas construire, là où il faut des constructions antisismiques, mais pas à prévenir, mais pas à prédire, ça on ne peut pas. Non. Nous faisons même des expériences, je peux vous citer à titre d'exemple, quand j'étais à l'Institut scientifique, on a fait une expérience internationale, ce qu'on a appelé le scanner de la Terre, oui, et on a fait un profil depuis Tanger jusqu'à Merzouga, sur à peu près 750 km. Nous avons posé 1000 enregistrements, 6 puits d'explosion avec de la dynamite à 60 mètres pour enregistrer un séisme expérimental. Oui. Ainsi, nous avons obtenu un profil qui correspond au scanner de cette région-là. Et c'est comme si vous avez une tarte, une tarte de gâteau, mais avec différentes couches. Puis avec un couteau, vous coupez, et après, en écartant, vous verrez quelles sont les couches que vous avez. C'est exactement ce qu'on a eu. Et en plus, on a pu déterminer les discontinuités. C'est les fameuses failles dont vous avez parlé tout à l'heure. Et on a également pu déterminer leur pendage, c'est-à-dire la manière dont ils sont, est-ce qu'ils sont verticales, peu verticales, horizontales, etc. Ainsi, nous pouvons savoir, dans le cadre du mouvement de la plaque africaine par rapport à la plaque européenne, qui de ces failles est au niveau de l'Atlas, du Haut Atlas central, qu'il y a un épaississement de la croûte terrestre là-bas, qui est très important et qui est dû à des failles qui ont permis le redoublement de la série. Oui. Une est passée sur l'autre. Donc ces mouvements-là, ils existaient depuis le début de la formation de la chaîne alpine. Absolument. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, il peut y avoir des failles cachées qui ne sont pas cartographiées et qu'on devrait cartographier, intensifier les recherches pour avoir plus d'indications sur l'activité tectonique Non. Heureusement, aujourd'hui, la nature réserve peu de secrets. Oui. Grâce aux machines et grâce à la ténacité des chercheurs, maintenant, nous connaissons très bien notre fond du sol et nous avons une bonne cartographie géologique et géophysique aussi. Oui. Oui, vous avez passé toute votre vie sur le terrain, donc vous connaissez. Il y a une question aussi qui revient dernièrement, parce qu'il y a on échafaude de toutes les hypothèses. Mouvements. Et ces mouvements-là, les mouvements de plaques, c'est géré au niveau de la lithosphère. Il y a ce qu'on appelle les cellules de convection, c'est des courants qui tournent, comme si vous aviez des roues sous la plaque lithosphérique. D'accord. Et cette plaque-là, son épaisseur maximale est de 70 km, ce qui n'est pas beaucoup.
Alors, le minimum, bien sûr, ça peut être 20 jusqu'à 30 km d'épaisseur. Mais au-dessous de cette croûte lithosphérique, il y a comme des roues, c'est ce qu'on appelle des cellules de convection qui tournent et qui font bouger la plaque. Bien sûr, à une vitesse non perceptible par l'homme, mais les enregistreurs, tels que les GPS, peuvent le calculer. En fait, la Terre, elle tremble tout le temps. La Terre est vivante. Pourquoi? Bah oui. Parce que quand il y a rapprochement, il y a écartement. Donc il y a toujours une récupération. Si l'Atlantique s'ouvre, ça veut dire que l'Amérique, par exemple, est en train de passer sur la plaque Pacifique. L'océan Pacifique, il passe sous l'Amérique. Pourquoi? Parce que la constitution du plancher océanique du Pacifique a une densité qui est beaucoup plus importante que celle de la lithosphère. Donc, vu le poids, elle passe en dessous et la lithosphère passe au-dessus. Donc, ce qui fait qu'un jour, par exemple, Los Angeles va disparaître. Il y a même un film là-dessus qu'on appelle The Big One. The Big One, ça veut dire The Big Earthquake. Donc, eux, ils l'attendent. Donc, ils ont fait un film là-dessus. Un film. C'est une fiction qui peut devenir, science-fiction qui peut devenir réalité. Qui sait? Qui sait? On ne sait pas quand, mais tout est possible. Alors, je vais revenir en deux mots au séisme d'Agadir. Est-ce qu'il s'agit de la même faille qui a provoqué le tremblement d'Agadir, qui a fait 12 000 morts en 1960? Non, le séisme d'Agadir, il s'est fait sur la grande faille, la faille sud-atlantique. Et celui que nous avons là, c'est une faille qui est transverse, mais qui est liée à celle-là. Il est à peu près longue à vol d'oiseau d'à peu près d'une trentaine de kilomètres. Mais elle a une direction à peu près nord-est-sud-ouest. Alors que la faille sud-atlantique, il est grosso modo est-ouest. Alors, vous avez parlé, professeur, tout à l'heure des répliques. Vous avez dit qu'il y en a eu 15 les plus importantes. Alors, les gens craignent de nouvelles répliques. Est-ce qu'elles sont possible? Est-ce qu'elles peuvent se produire plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois? C'est scientifique. Donc, en comparaison avec ce que nous avons connu et ce que nous avons lu dans la bibliographie. Donc, normalement, dans un cas tel que celui-là, on ne devrait pas avoir de séisme aussi fort. C'est pratiquement impossible. Parce que pour avoir un séisme qui libère autant d'énergie, il a fallu peut-être plus de 100 ans pour qu'il y ait une libération de cette manière-là, en vrac, en une seule. Bien sûr, la Terre est en train de se stabiliser. Et le fait qu'elle se stabilise, il y a ces répliques. Alors, normalement, elles doivent descendre de plus en plus. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on peut avoir des magnitudes de 2, 2,1, peut-être encore moins. On ne sait pas encore. Mais ce qu'on a enregistré, c'est le réel, on le voit, c'est qu'il y a du 3,1 jusqu'à 3,5. C'est ça la question que je voulais vous poser. Ça, je donne, c'est une sorte de message que je donne sensibiliser les citoyens, pour limiter les tous dégâts. nos citoyens. Il ne faut pas être expert pour le savoir. Alors, dans la région, aux alentours du séisme, environ, admettons 100 km, 120 km, n'importe quel citoyen doit rentrer dans sa maison et regarder. S'il observe des fissures dans son domicile, il doit impérativement en informer les autorités locales qui sont compétentes pour dire si oui ou non il faut rester dans cette maison-là. Si votre maison est saine, il n'y a aucune fracture, je ne vois pas pourquoi vous ne rentrez pas dans la maison au lieu de dormir dans la rue. Parce que si la maison est déjà fissurée, avec une réplique de 4,2, elle peut s'effondrer. Surtout les maisons ont pisé. Oui, il y a un risque. Il y a un risque. Il y a un risque. Alors, non, la magnitude, c'est toujours du Richter. C'est du Richter. On ne parle pas de ce qu'on appelle le système international, ça. qui avait 12 échelles, de 1 jusqu'à 12 en chiffres romains. Après, la méthode de Richter, c'est une méthode qui mesure l'énergie. Et maintenant, c'est même pas l'énergie totale, mais l'énergie du moment. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle s'appelle le MW et qui s'exprime en énergie qui a été rassemblée, etc. Donc, il y a des appareils, des mesures qui permettent de le mesurer correctement et donner une expression beaucoup plus
expressive du mouvement lui-même. Oui. Donc, c'est une loi qui est adoptée à l'échelle. On parle le même langage pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'échelle internationale. Oui. On voit malheureusement que le bilan et puis on ne sait pas encore grand-chose sur les disparus. Et vu la nature géographique de la région, Oui. le Haut Atlas, c'est difficile à atteindre et des douars qu'on n'a pas encore atteints. Ce bilan, quel est l'autre facteur pour lequel ce bilan risque malheureusement de s'alourdir, à votre avis? J'espère qu'il ne va pas s'alourdir beaucoup parce que si vous constatez, grâce à la compétence des intervenants, notamment les autorités locales, la gendarmerie, les forces armées royales, le ministère de l'Intérieur, la société civile, etc. Il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Dans les premiers 24 heures, il y a beaucoup de gens qui ont été secourus. Bon, malheureusement, le chiffre est vite monté à 2000, mais après 2012, je crois, c'était comme ça, le chiffre augmentait difficilement, disons peu à peu. Oui. Il n'y avait pas une montée en flèche, heureusement. Et je pense que je sais qu'on peut retrouver des survivants jusqu'à 8 jours, sauf que les maisons ont pisé. Est-ce qu'il y a des gens qui risquent de, malheureusement, Dieu nous en préserve, de mourir asphyxiés par la poussière? Oui, le problème de Pisé, c'est ça. Par contre, par rapport au béton, où on peut être piégé dans un triangle, oui, où on peut avoir toujours de l'eau, parce que là, c'est une question d'oxygène et d'eau. Oui. Parce qu'on peut ne pas manger, mais on ne peut pas ne pas boire. Oui. Donc, ne pas boire jusqu'à peut-être, je sais pas, moi je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas dire peut-être 5-6 jours, c'est encore peut-être possible. Au-delà, ça devient difficile. Et le pisé, comme vous savez, il est fait en terre. Oui. Et si on a de la chance, ils mettent de la paille à l'intérieur. Alors la paille, ça aide à le consolider encore plus quand ils le font dans des sortes de carrés. De carrés comme des briques. Carrés, ils le tapent vraiment avec une sorte de pulser les bulles d'air. Parce que les bulles d'air, c'est elles qui vont faiblir le truc construit. Bon. Si c'est bien construit, ça peut tenir. Mais vous savez, l'homme, des fois, il oublie facilement qu'une catastrophe peut se produire. Il dit non, tout va bien. Oui. Bon. On va parler avec d'autres invités de la gestion des catastrophes. Dernière question, où en est la recherche scientifique aujourd'hui au Maroc sur les sismologies et la géologie? Alors, la géologie, elle est relativement bien avancée, puisque nous avons une couverture géologique qui est pratiquement complète. Bon, sauf dans le détail, on est le ministère de la transition énergétique, donc qui possède la direction de la géologie, est en train de travailler d'arrache-pied, d'avoir le maximum de couverture à des échelles beaucoup plus importantes pour mieux comprendre non seulement l'endroit de la structure de la Terre, mais aussi pour d'autres choses. Parce que pour tout investissement dans ce pays, une bonne carte est un élément important. Et la géologie en elle-même, moi j'appelle toujours ça comme la mère des sciences. On a toujours besoin de la géologie parce qu'on la trouve dans notre ordinateur, on la retrouve dans notre téléphone, on la retrouve dans pas mal de choses. Même ce qu'on appelle la laine de roche, qu'on utilise comme un isolant dans les fours, dans les constructions, il y a beaucoup de gens qui croyaient que c'était du coton. Non, la laine de roche, comme son nom l'indique, il s'agit de la fusion de deux roches qui sont l'une volcanique et l'autre calcaire, à une fusion de 1200 degrés, puis refroidie, comme le fameux Barbapapa que les enfants... Donc après, c'est des roches qui ont été refroidies. Oui. Professeur, on aura l'occasion sûrement de reparler de ça avec plus de détails. Merci beaucoup pour cette déclaration.